Comment le respect du vivant et des lois naturelles s'avère vecteur d'épanouissement et d'éveil à plus grand que soi. Nutrition, psychologie, spiritualité, naissance naturelle, maternage proximal et parentalité consciente, découvrons ensemble comment la santé du corps, de l'âme et de l'esprit permet de retrouver du sens et un abord joyeux de l'existence. Je suis Chloé Houdin-Gasquet, psychologue, psychothérapeute et maman de 3 enfants. Vous écoutez À Cœur Joie, le podcast pour naître et grandir en conscience. Les enfants ne sont ni des vases à remplir, ni un feu à allumer. Ils sont un foyer ardent à ne pas éteindre. J'emprunte ces mots à André Stern, que j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir dans le podcast. André est entre autres musicien, compositeur, luthier, conférencier, journaliste et auteur d'un grand nombre d'ouvrages autour de l'enfance et de l'attitude écologique qu'il propose d'adopter envers elle. André a grandi en dehors de toute scolarisation et c'est ainsi qu'il choisit aujourd'hui d'élever ses propres enfants. Bonjour André. Bonjour. Je suis vraiment heureuse d'échanger avec toi aujourd'hui. C'est entre autres grâce à ton témoignage que j'ai pris conscience de la nécessité de voir grandir mes enfants en dehors du système scolaire. C'est ce que tu as vécu toi, une enfance libre d'école. À quoi ressemblait ton quotidien à l'époque ? Alors d'abord, merci. Moi aussi, je suis enthousiaste à l'idée de cette conversation et de ce temps qu'on va partager. Je suis toujours ravi de chaque occasion de parler d'enfance et je me positionne en tant qu'ambassadeur de l'enfance parce que dans notre paysage éducatif, finalement, c'est très étonnant de voir combien nous parlons de l'enfance sans jamais inviter l'enfance, ne serait-ce que par le biais d'un enfant, à se mêler au débat pour apporter un éclairage différent de celui des adultes. Donc, je suis toujours heureux de cette possibilité. Donc, déjà, merci pour cette invitation et cette opportunité. Et ensuite, bien, merci aussi pour ta question, parce que j'ai une amitié particulière pour les questions. Je dirais même que j'éprouve un grand amour et une grande gratitude pour les questions, parce que c'est les questions qui m'ont amené à réfléchir à toutes les choses auxquelles j'ai pu réfléchir ces derniers temps et tous ces terrains sur lesquels vos questions, tes questions, les questions m'ont emmené. Je les aurais pas, ces terres-là, je ne les aurais pas explorées. Et finalement, rétrospectivement, je me rends compte combien il aurait été malheureux de ne pas les explorer. Donc, merci. Les exposer aussi, mais ça, c'est dans un second temps. Ouais. Et maintenant, alors, cette question qui fait partie des questions standards, des questions que l'on me pose depuis toujours. Il y a 3 ou 4 questions que l'on me pose depuis toujours quand on entend parler de ma biographie. C'est-à-dire que je suis un enfant non scolarisé, devenu adulte et ayant lui-même des enfants non scolarisés. Ce qui fait de moi finalement un enfant très banal, tout enfant auquel on ferait confiance. Je dis même pas tout enfant qu'on n'enverrait pas à l'école, parce que envoyer à l'école ou ne pas envoyer à l'école est finalement une méthode, c'est une question de méthode, tandis que moi je vais parler surtout d'attitude. Et l'attitude vient avant les méthodes, donc je préfère dire un enfant que l'on respecterait dans ses rythmes, dans ses rituels, dans ses processus et dans ses dispositions, ne vivra pas vivra des choses très similaires à celles que j'ai vécues ou que peuvent vivre mes enfants. Donc en réalité, tout ça, c'est très banal. C'est ce que pourrait vivre n'importe quel enfant. Juste pour positionner cela, je suis ni spécial, ni particulier, ni privilégié, ni le fils d'une certaine famille, ni quoi que ce soit de tout ce que l'on peut, de tous ces gravillons derrière lesquels on essaye de se cacher pour ne pas voir certaines choses, ne pas reconnaître certaines choses. Et donc, pour en revenir à la question, il y a 2 ou 3 questions, ou 3 ou 4 questions que l'on me pose en tout cas. Et l'une des questions qu'on me pose souvent, c'était est-ce que plus exactement, c'est quel était le visage d'une journée type d'un enfant non scolarisé. Et la question est complètement légitime et complètement compréhensible. C'est compréhensible qu'on essaye de ramener à quelque chose que l'on connaît
cette situation que l'on ne connaît pas. Et malheureusement, alors bien que ce soit compréhensible, malheureusement, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas utiliser des éléments du monde que l'on connaît pour comprendre un monde inconnu. Ça ne marche généralement pas. Et en l'occurrence, ça ne peut pas marcher parce qu'il n'y a pas de journée type d'un enfant libre, d'un enfant enthousiaste. On parlera probablement, et je l'espère, d'enthousiasme. On ne peut pas parler de journée type parce que la journée type en elle-même n'existe pas. Il y a des rythmes, il y a des rituels. C'est une notion qui reviendra très souvent pendant cet entretien, c'est-à-dire que l'enfant va développer à l'intérieur des habitudes et des rythmes et des rituels d'une planète, à l'intérieur des habitudes, des rythmes et des rituels d'un continent, à l'intérieur des rythmes et des rituels d'un pays, à l'intérieur des rythmes et des rituels d'une région, d'une ville, à l'intérieur de la ville, d'une communauté, à l'intérieur de la communauté, d'une famille, à l'intérieur de la famille, ses propres rythmes et rituels. Les rythmes et rituels sont omniprésents dans notre monde. Les rythmes le tempo des rythmes est battu par la nature constamment, hein, l'alternance jour-nuit, les saisons, etc. Et les rituels, nous en sommes bardés et c'est normal. Et donc l'enfant va se constituer des rituels qui lui sont personnels et qui pourraient être récurrents dans chaque journée et qui le sont si on laisse l'enfant libre de construire son quotidien. Donc il y a certains rituels qui vont se cristalliser. Moi, par exemple, depuis très tôt dans ma vie, je me lève le matin à 6 heures parce que c'est l'heure opportune pour moi pour me livrer à ce qui me passionne depuis le début, ce qui m'enthousiasme depuis le début, qui est la musique, qui est la pratique musicale, qui est la pratique d'un instrument à cordes, qui est le mien, qui est la guitare. Donc c'est vrai que depuis très longtemps dans ma vie, j'ai 52 ans aujourd'hui, donc ça fait au moins 45 ans que je me lève tous les matins à 6 heures et que je commence par ça. Puis il y a des choses qui se sont ajoutées entre-temps. Mais du coup, c'est pas le visage d'une journée type quand j'avais tel ou tel âge, c'est le visage de mes matinées. Plein de rituels sont venus s'adjoindre à celui-ci, mais voilà en gros pourquoi il y a des rythmes et rituels qui ne vont cependant pas être caractéristiques d'une journée non scolarisée, mais caractéristiques de tel individu, et ça c'est le cas en tout cas. Et après, si on me pose cette question, c'est parce qu'on veut savoir à quel moment de la journée et de la semaine s'est-on assis avec toi à une table pour apprendre telle et telle matière. Mais ça non plus, ça ne correspond pas à ce que j'ai vécu parce que je n'ai jamais connu le moindre apprentissage formel. C'est-à-dire que je ne me suis jamais assis à une table en commençant par la leçon 1 dans une matière quelconque. Donc cela entraîne forcément plein de questions. Par exemple, mais comment as-tu appris à lire, à écrire et à compter? Ça, c'est la deuxième question standard qu'on me pose en tout cas. Mais pour en rester à ta question, il est évident qu'ensuite, les journées sont structurées par l'enthousiasme spécifique du moment qu'éprouve un enfant, c'est-à-dire l'enthousiasme qu'il éprouve pour une thématique et toutes les thématiques connexes. L'enfant est passionné, est enthousiasmé par les dinosaures. Ces journées, s'il est libre de ces journées vont être entièrement noyautées par son enthousiasme pour les dinosaures. Et dans ma vie, quand j'ai été passionné d'appareils photo, mes journées étaient rythmées par ma passion pour les appareils photo pendant tout le temps qu'a duré ma passion pour les appareils photo. Ensuite, elle a été remplacée par d'autres intérêts. Et quand je me suis passionnément intéressé à la dynandrie, qui est l'art de battre le métal sans le rendre plus fin, en lui laissant la même épaisseur du début à la fin du processus, c'est complexe et passionnant. Mes journées étaient typiques de cette passion-là, et donc très différente des journées précédentes où j'étais passionné par autre chose. Donc c'est très très difficile. Tout au plus pourrait-on parler d'une semaine type, parce que c'est vrai que j'étais inscrit à pas mal de cours et que donc cela avait lieu à des horaires précis et à un jour défini. Mais ça aussi, ça évolue, ça change, et les rencontres façonnent un quotidien. Après, la caractéristique principale de mes journées, c'était que je jouais. Je me levais, j'observe ça chez mes enfants à l'heure qu'il est, et je pense que
chacune et chacun l'observe sur ses propres enfants. L'enfant se lève et s'il en est libre, la première chose qu'il va faire, c'est se mettre à jouer et s'y consacrer toute la journée. Si on n'interrompait pas un enfant, donc si on lui offre cette pleine confiance et ce plein respect de ses dispositions et de ses processus, on n'intervient pas. Pour mes parents, il était inenvisageable d'interrompre un enfant qui joue, aussi inenvisageable qu'il était pour eux de réveiller un enfant qui dort. Et donc, c'est vrai que finalement, ce qui va caractériser la journée d'un enfant libre, c'est qu'il va jouer du matin au soir. Alors, on parlera peut-être aujourd'hui de ce que signifie jouer dans la vie d'un enfant et de quelles sont les conséquences et les implications du jeu. Je souhaite que nous en parlions, mais pour revenir à ta question, puisque ma spécialité est de toujours digresser, pour revenir à ta question, on pourrait peut-être parler de semaine type et encore elle changeait au fur et à mesure des rencontres et des enthousiasmes. On pourrait parler de rituels personnels qui vont, en plus des rituels familiaux et d'une communauté et d'une ville et d'un pays, etc., qui eux aussi rythment tes journées et tes semaines. Et puis on pourrait parler de cette omniprésence du jeu qui serait, s'il fallait vraiment répondre à la question, la caractéristique principale d'une journée type d'un enfant libre. Est-ce que j'ai fini par répondre à ta question? Oui, c'est parfait. Donc si je comprends bien, il y avait aucun apprentissage formel. Bon, tu étais quand même inscrit à des cours, c'est des cours que tu avais choisis? C'était des C'est cours des... qui étaient suggérés? Non, non, c'est des cours qui correspondaient à des passions. Par exemple, quand je me Mmh. suis passionné suite à la rencontre d'une collection Prestige de la photographie, s'appelait cette collection, que mon papa avait trouvée chez papa et maman allaient régulièrement chez les soldeurs, c'est-à-dire chercher des livres, acheter des livres soldés parce que invendus. Mmh. Et donc, ils avaient trouvé cette encyclopédie de la photographie. Et c'était, ça a été ça m'a enflammé immédiatement pour des années. Et donc, je me suis mis à construire des appareils photo en carton, avec des pièces en Lego, avec du carton noir, et ça faisait des photos plus ou moins. Et je rêvais bien sûr de faire des photos, et à l'époque, il n'y avait pas d'autre option, et puis c'est ce qui m'intéressait de toute manière. Je rêvais de faire des photos, puis de développer mes pellicules, puis de faire mes planches de contact, puis de faire mes tirages, et de faire toutes les modifications que l'on peut faire pendant un tirage, et puis de faire mes propres développements dans les bains que j'avais vus sur chacune des photos et dans la lumière inactinique rouge, ou d'ailleurs c'était un certain jaune avec le type de papier que j'ai utilisé à l'époque. Donc je rêvais de tout ça et j'avais pas l'infrastructure, j'avais absolument aucune possibilité de vivre ça dans mon quotidien. Mmh. C'était strictement impossible. Mais attentif à ces enthousiasmes, les parents d'un enfant font toujours des rencontres surprenantes. Et en l'occurrence, ma maman et mon papa ont cherché quelles possibilités il y aurait. Il n'y en avait pas beaucoup. Et puis, par miracle, entre guillemets, ils ont rencontré un atelier de la ville de Paris. C'était une association de la ville de Paris qui s'appelle ou qui s'appelait, je ne sais pas si elle existe encore, qui s'appelait l'ADAC, et qui permettait, pour des sommes abordables, d'apprendre des artisanats, des techniques artistiques et beaucoup d'autres choses. Et j'ai beaucoup pratiqué la DAC finalement dans ma vie parce qu'une fois ce premier cours de développement et de traitement photo découvert, on en a découvert beaucoup d'autres, notamment la dynandrie dont je parlais tout à l'heure. Et Mmh. donc voilà comment je me suis retrouvé dans un labo professionnel organisé avec une professeure et d'autres élèves de tous les âges qui étaient principalement des gens sur leur plage de loisirs. Hein, donc il n'y avait pas d'enfants, ça c'est sûr qu'il n'y avait pas d'enfants. Il y avait soit des retraités, soit des personnes qui se prenaient du temps dans un quotidien professionnel pour venir faire de la photo. Donc c'est juste pour donner un exemple. Voilà comment je me suis retrouvé à prendre des cours de photo, des cours de technique de laboratoire photo, pas des cours de prise de vue. Et donc, c'est juste un exemple parmi toutes sortes d'autres. Donc, à chaque fois, c'était soit des cours que j'avais souhaité prendre, soit des suites logiques de la découverte d'un domaine, d'un enthousiasme qui s'est développé autour de ce domaine, amenant la nécessité, de toute manière, d'en apprendre plus et de rencontrer des cours. Il y en a eu beaucoup dans ma vie.
Mais sinon, par ailleurs, parce que c'est ce que tu disais au début de ta question, je n'ai connu aucune forme je n'ai connu aucune forme d'apprentissage formel. C'est-à-dire, je n'ai vraiment jamais appris quoi que ce soit de la même manière que le vivent les écoliers. Ça, c'est évident. Et quel rôle, du coup, ont joué tes parents là-dedans? Si je comprends bien, ils ont simplement été attentifs à ton enthousiasme, tout en vaquant à leurs propres occupations. Alors, mes parents ont joué un rôle majeur. Je vais te parler de deux choses. Je disais que c'est une question d'attitude, n'est-ce pas? Que les méthodes, pour moi, c'est autre chose. C'est ce qui vient après. Les méthodes, pour moi, c'est toujours des idées et des concepts d'adultes qui partent des adultes et de leurs expériences, en général mauvaises, de leurs marottes personnelles, de leur histoire, de leurs expériences, de leurs concepts, de leurs idées. Et moi, je me défie des méthodes. C'est pour ça que je parle d'attitude. Alors maintenant, pour expliquer le rôle majeur de mes parents dans ma vie, il faut que je te raconte l'histoire par exemple, de mon papa. On va prendre l'histoire de mon papa. On va donc remonter encore d'une génération. Il a 99 ans aujourd'hui, toujours actif. Arnaud Stern, l'inventeur du clos-lieu, un bout de patrimoine pédagogique, éducatif de l'humanité. Je vais te raconter son histoire parce que nous avons cette obsession dans notre ordre du monde de créer des circonstances ou d'attendre des circonstances, d'attendre des conditions. Les conditions ne sont pas propices, alors on va attendre qu'elles le deviennent. Nous avons cette tendance, nous avons aussi cette tendance à créer des environnements spécifiques dès qu'il s'agit d'enfance ou d'éducation. Donc on est très occupé d'environnement et de conditions, de circonstances. Or, l'histoire de mon papa commence en 1924 en Allemagne. Et c'était une assez mauvaise période pour venir au monde en tant qu'enfant juif, parce que peu de temps après, ça a été la prise de pouvoir d'Hitler et le début des persécutions. Et mon papa a connu une enfance qui s'est passée dans les pires circonstances que nous puissions imaginer, nous autres qui sommes tellement obsédés par les circonstances. C'est-à-dire la guerre, c'est-à-dire les persécutions, c'est-à-dire la fuite perpétuelle, c'est-à-dire perdre tout, se cacher partout, courir pour jeter une valise dans un couloir et se débarrasser des dernières affaires qu'on avait encore à soi, et continuer la fuite pour échapper aux chars allemands, se cacher dans la paille, quand le chien aboie, se recouvrir de paille, entendre le bruit des bottes, voir les bombardiers survoler l'endroit où on se trouve sans savoir s'ils vont ou non bombarder, voir le ciel qui s'embrase. Quand je dis les persécutions, il faut quand même se dire ce que ça signifie. Ça veut dire que quelqu'un qui a été à l'école avec toi a le droit de t'arrêter et de t'exterminer juste parce que la loi quasiment l'y oblige, tu vois, alors que c'est quelqu'un qui a été avec toi à l'école. Mon père a vécu une enfance totalement privée de sécurité matérielle. Et c'est des histoires tristes qui nous bouleversent et qui continuent de nous bouleverser parce qu'elle est loin d'être finie, cette histoire, et il nous suffit de voir des enfants réfugiés dans les couloirs du métro et victimes des guerres modernes pour nous souvenir de ces circonstances épouvantables que certains enfants subissent. Et ce sont des circonstances épouvantables à nos yeux, ce sont des circonstances, ce sont des environnements. Bien. Si on demande à mon papa comment a été son enfance, il va te dire qu'elle a été merveilleuse. Ça va nous interpeller, parce qu'on va dire quoi? Dans ces circonstances épouvantables, dans ces circonstances et ces environnements qui sont les pires imaginables pour une enfance, tu as vécu une enfance dont tu dis aujourd'hui qu'elle a été merveilleuse, mais comment est-ce possible? Et sa réponse est invariable. Il va te dire parce que mes parents et moi étions dans l'attachement.
Mes parents ne pouvaient pas me donner la moindre sécurité matérielle. En revanche, ils m'ont permis de vivre dans une sécurité affective et émotionnelle sans faille. Et ça souligne quelque chose de saisissant. C'est que oui, les circonstances et les environnements et les conditions ont leur mot à dire, mais qu'il y a quelque chose qui vient bien avant tout cela, et que c'est l'attachement. L'attachement qui est une vieille histoire dans notre devenir individuel, qui nous vient de l'époque prénatale, hein, cette histoire. Cette sensation que c'est grâce à un lien que nous allons devenir autonomes. Cet attachement, s'il est donné à l'enfant, et il n'est pas donné par des mots, il est donné par une attitude, l'attachement donné à un enfant va lui donner le port d'attache sur lequel s'appuyer pour aller dans le vaste monde. Et si ce port d'attache est donné, si cet attachement est donné à l'enfant, alors il pourra y avoir des camps, il pourra y avoir des guerres, il pourra y avoir toutes ces circonstances, toutes ces conditions et tous ces environnements épouvantables. L'enfant dira cependant qu'il a eu une enfance heureuse. Ça souligne l'indispensabilité de l'attachement, l'indispensabilité de ce port d'attache solide dont l'enfant sort pour aller, et c'est une de ses dispositions spontanées, dans le vaste monde. C'est exactement ce que m'ont offert mes parents et c'est exactement le rôle principal qu'ils ont joué et qu'ils jouent encore dans mon existence parce que ce port d'attache est portable. Et mes parents, qui l'ont vécu de la part de leurs propres parents, le ressentent encore alors que leurs parents sont décédés depuis très longtemps. Et moi, je peux être très loin et je ressens cependant ce port d'attache. Ce port d'attache, une fois donné à l'enfant, l'enfant, je le disais, va aller dans le vaste monde et écrire sa propre histoire, qui est imprévisible et qui ne ressemble en rien à tout ce que nous pourrions prévoir. Et donc, c'est par ce port d'attache, par cette sécurité affective et émotionnelle qu'ils m'ont donnée, que mes parents ont joué un rôle primordial dans mon enfance. Pas par les cours qu'ils ne m'ont pas donnés, donc, ni par un zèle particulier de leur part à débusquer mes enthousiasmes pour y répondre, ni par toute la peine qu'ils se sont donnée pour amener du nouveau dans ma vie, parce que c'est quelque chose que beaucoup de parents craignent, c'est que l'enfant ne rencontre pas assez de nouveau parce qu'il n'y a pas, et c'est logique, le buffet proposé à la maison est toujours très limité. Et donc les parents vont se mettre avec obsession à essayer de trouver du nouveau pour élargir l'horizon de l'enfant. C'est pas la peine, puisqu'une fois qu'il a le port d'attache, l'enfant va de lui-même vers les horizons différents et nouveaux et enrichissants. Et je voulais parler d'une deuxième chose, c'est que mes parents ont joué un deuxième rôle. C'était donc celui de m'offrir ce port d'attache. Le port d'attache est un lieu non géographique dans lequel on donne à ressentir à un enfant, dans le non-verbal, « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et ça vous suit une vie durant. Et c'est l'inverse de ce qu'entendent la plupart d'entre nous, qui est plutôt l'inverse, qui est plutôt « je t'aime, virgule, mais je t'aimerais davantage si tu correspondais plus à mes attentes, si tu faisais tes nuits, si tu m'aidais au ménage, si tu rangeais ta chambre, si tu ramenais de meilleures notes à la maison, si tu étais plus sage à l'école, etc. » C'est qui est toujours un « je t'aime, virgule, mais ». Je t'aimerais plus si, et ça, c'est pas de l'amour inconditionnel. Hein. Et donc, l'amour inconditionnel n'existe que par la confiance inconditionnelle. Et la confiance inconditionnelle ne se met en place que par la phrase dite dans le non-verbal « je t'aime parce que tu es comme tu es », qui est le grand soulagement et la grande réconciliation. Donc ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est qu'on pourrait se dire que et ça, c'est une des questions que l'on me pose aussi souvent, qui est de dire, bah oui, bien sûr, pour toi, c'était facile dans cet environnement-là, avec tous ces privilèges, toutes ces circonstances et toutes ces conditions, c'était facile. C'était facile pour toi et c'était facile pour tes parents. Et ça, c'est injuste, et je voulais ajouter ça à cause des conditions. Ça, c'est profondément injuste, d'abord parce que c'est pas vrai, mais ensuite parce que ça voudrait dire que mes parents se sont réveillés un matin, ont regardé autour d'eux et se sont rendus compte que, ma foi, par le plus grand des hasards et la plus grande des chances ou des privilèges, le plus grand des privilèges, voilà que toutes les conditions, les circonstances et les environnements idéaux étaient réunis
Ah ben alors du coup, si toutes les circonstances sont favorables, si tous les environnements sont propices, si nous avons le privilège d'avoir environnement et conditions propices réunis, ben, profitons-en, hein, et du coup, ben, n'envoyons pas nos enfants à l'école, ou plus exactement, respectons les rythmes et rituels de nos enfants, leur processus et leurs dispositions spontanées. Ça serait injuste de croire que c'était ainsi et que tout était là et puis qu'ils n'ont plus eu qu'à en faire, à en tirer profit. C'est profondément J'imagine qu'il y injuste. a eu tout un tas d'interrogations, d'explorations, de prise de conscience aussi. Enfin, ça a été le Ça, de toute fruit aussi manière, de. mais surtout, il y avait des convictions fortes qui étaient on ne réveille pas un enfant qui dort, on n'interrompt pas un enfant qui joue. Hein, pour les résumer, on respecte ses dispositions spontanées, ses rythmes et ses rituels, et on fait confiance une confiance complète à la pertinence de ces processus. Ça, c'était une conviction. Ils sont partis donc de l'enfant pour, à partir de là, inventer au quotidien les conditions et les circonstances et les environnements qui ont rendu ce projet de vie possible. Donc, ils ne sont pas partis de conditions préexistantes et ils en ont tiré profit. Ils sont partis d'une conviction profonde, d'un choix de vie, et ont donc dû inventer et rendre possible au quotidien les circonstances et les conditions qui ont rendu ce projet, ce, 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 Cette vie. ce choix de vie possible. Mm. Voilà, je pense que ça, c'est important de l'ajouter pour pas que l'on continue de se réfugier derrière l'idée que, ben oui, c'était facile pour nous, et puis c'est facile pour l'externe, mais pour moi, ça ne le sera pas, parce que j'ai pas les privilèges, j'ai pas les connaissances, j'ai pas les conditions, j'ai pas les circonstances. Alors tout ça est faux. Mes parents ont zéro compétence dans 99% des choses qui m'intéressent, dans lesquelles je suis moi-même compétent. Donc j'ai pas repris à mon compte leurs compétences. Ils t'ont fait confiance, ils ont eu confiance en leurs enfants, mais aussi parce qu'ils se sont fait confiance en tant que parents, pour lâcher prise aussi et pour vous laisser cette liberté absolue. Et c'est vrai que, bon, moi je suis psychologue, donc je suis bien placée pour le constater. Malheureusement, beaucoup d'adultes aujourd'hui n'ont pas confiance en eux. Donc, comment faire confiance aux enfants quand nous-mêmes, on n'a pas confiance en nous? Alors, c'est prendre pour moi le problème à l'envers, si tu permets. Mmh. C'est partir encore une fois de soi, et zut de zut, c'est pas l'histoire dont il s'agit ici. C'est partir de nos limitations pour créer un projet de vie qui comprend le devenir d'un enfant. C'est pas juste. C'est impossible de se faire confiance, tout comme c'est impossible de s'aimer. On peut s'apprécier, se tolérer, etc. Mais tout le reste, ce sont des concepts, mais c'est infaisable, c'est injouable. Non, la seule chose qu'on peut faire, c'est, par observation, faire confiance à ses enfants. Et on a toutes les raisons de faire confiance, et je suis là volontiers pour en parler. Et je prépare un cours à ce sujet, enfin un cours, je ne sais pas comment l'appeler, qui réunira toutes les raisons pour lesquelles, tout en restant dans cette position logique de la personne qui doute d'elle-même, et qui doute encore plus au moment d'être parent, parce qu'on a tellement peur de gâcher l'avenir de nos enfants, on a tellement peur de ne pas faire les choses qu'il faut faire au bon moment, ne pas corriger, ne pas prendre les bonnes décisions, etc. C'est impossible, impossible de ne pas douter de soi à chaque instant, surtout en tant que parent. Surtout que le devenir de nos enfants et la vie en général ne font qu'une chose, c'est mettre à mal toutes les choses auxquelles on croyait, toutes les choses qu'on avait prévues. Toutes les choses qu'on avait prévues vont être de toute manière bousculées, si ce n'est complètement balayées par la vérité du quotidien, de la vie des enfants, de nôtres, du monde, de l'histoire. Donc, impossible de ne pas être dans le doute, impossible. En revanche, l'observation de l'enfant ne peut que nous donner, et quand on observe l'enfant de ce point de vue de confiance, en se disant, tiens, mais tout ce qui leur arrive, ce qu'ils font, ce à quoi ils aspirent, n'est en aucun cas fortuit, et tout cela est pertinent et juste, là, ce que l'on peut gagner, et ça c'est facile, c'est une confiance sincère, authentique et complète dans la pertinence du devenir de l'enfant. Et là où c'est intéressant, c'est que ceci a un effet, j'allais dire, rétroactif.
Parce que l'attitude « je t'aime parce que tu es comme tu es », je le disais, se dit dans le non-verbal, s'adresse donc à l'enfant qui nous fait face. Ça change la vie de l'enfant qui nous fait face. Et l'enfant blessé en nous n'a jamais entendu cette phrase « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Il a toujours entendu ce que je disais tout à l'heure, c'est que je t'aime, mais je t'aimerais davantage si. Hein, et donc, nous sommes devenus comme on nous a conçus, nous sommes devenus comme on nous a vus. Nous nous voyons aujourd'hui encore avec les mêmes yeux que ceux qui ont été posés sur nous lorsque nous étions enfants, c'est-à-dire je suis nul en ci, nul en cela, bon en ceci, pas trop ceci, pas trop cela, j'ai tel caractère, oubliant au passage totalement que je est plusieurs, que je est beaucoup. Hein, je suis ainsi ou je suis cela, c'est complètement absurde, je change tout le temps. Et donc, je suis sûr que ça va titiller chacune de nos auditrices et chacun de nos auditeurs de rencontrer un enfant et de voir ce que ça fait à l'enfant et à soi-même de lui faire percevoir dans le non-verbal ce « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Parce qu'il s'avère qu'une fois qu'il est prononcé, il est prononcé vers tous les enfants du monde, parce que c'est une attitude et ce n'est pas une méthode, c'est pas un truc, c'est pas une astuce. Tout d'un coup, c'est une attitude, on se met dans une attitude. Et dans cette attitude, on adresse ce message à tous les enfants du monde. Et du coup, l'enfant blessé en nous va aussi être l'un des récepteurs de ce message. Et il va pour la première fois entendre la phrase dont il a une nostalgie définitive depuis toujours. Et c'est ça qui va être la grande réconciliation avec soi-même. C'est ça qui va guérir. C'est ça qui va guérir, mais ce n'est qu'un effet secondaire. C'est pas un travail, un long travail désespérant. Je comprends que la plupart des personnes n'entament pas ce processus de guérison parce que c'est un travail colossal, c'est un Everest à gravir. Et puis là, en le prenant par l'autre bout, c'est plus un travail, c'est plus un effort. Ça fait hop, tu es de l'autre côté du miroir, ça s'adresse à toi aussi, et la question se pose plus. Tu es plus dans la est-ce que je, et encore une fois, est-ce que je suis une assez bonne mère, un assez bon père, est-ce que je par rapport à mes enfants, mais je n'ai que toutes les raisons du monde de leur faire confiance. Il y a toute une liste de raisons qui crèvent les yeux. Je vais pas faire là, hein. Et je te disais, je prépare un cours, il faut 14 modules de 10 minutes ou d'un quart d'heure pour arriver à faire le tour de la question, c'est-à-dire de toutes les raisons pour lesquelles nous pouvons faire confiance à nos enfants. L'une d'entre elles, pour n'en servir qu'une, c'est le fait que toute personne qui écoute ce podcast a appris sa langue maternelle sans enseignement formel. Crénom de nom, comment on fait pour passer à côté d'une démonstration aussi spectaculaire? Hein, c'est-à-dire que sans enseignement, sans instruction, sans didactique formelle, chacune et chacun a appris une langue maternelle, alors qu'apprendre la langue maternelle est la performance la plus époustouflante que fera notre cerveau de toute notre existence. Parce qu'on part de rien pour apprendre une langue maternelle. Hein. Et on le fait, mais pas seul. On ne le fait que parce que d'autres parlent avec nous, entre eux. C'est la seule raison pour laquelle nous apprenons une langue, parce que nous sommes entourés de personnes qui la pratiquent. Et si on a été capable d'apprendre une langue maternelle, ce qui est, je le répète, la chose la plus difficile que l'on puisse faire avec un cerveau, ben ça veut donc dire que tout le reste se passera de la même manière, ou pourrait se passer de la même manière si nous cessions d'intervenir, d'interférer et d'amener des choses à des moments qui ne sont pas opportuns dans le processus de nos enfants. Donc voilà pourquoi je tenais à dire ça. Moi, je propose de mettre la charrue avant les bœufs, de pas s'occuper trop de soi parce que c'est épuisant, de pas chercher à ne plus douter de soi parce que c'est impossible et puis parce que c'est même pas souhaitable, et de se rendre du côté du miroir où tout d'un coup on ne peut que faire confiance en l'enfance, donc en nos enfants et même en ce que l'on porte en soi. Oui, c'est juste. On parle beaucoup d'écologie aujourd'hui et de la nécessité de respecter l'environnement, la nature. On parle beaucoup moins malheureusement de l'écologie de l'enfance. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? L'écologie de l'enfance, c'est à la fois une dénomination et un mouvement que j'ai initié il y a une dizaine d'années maintenant. L'écologie de l'enfance, c'est le nom que je donne à cette nouvelle attitude de respect,
de confiance dans les rythmes rituels, dans les dispositions spontanées, dans la pertinence des processus de l'enfant. C'est donc une nouvelle attitude face à l'enfant. Et j'aime cette dénomination écologie de l'enfance parce qu'elle nous met justement en amont de toutes les méthodes et qu'elle parle vraiment d'une attitude. C'est une attitude initiée par mes parents, pas seulement par eux, mais en grande partie par eux. Et puis c'est tout un mouvement parce qu'il y a plein de gens, plein de personnes. Il y a une grande vague d'amour qui n'est pas contre quelque chose, mais pour quelque chose, qui s'est mise en branle et qui s'est mise en marche et qui monte doucement. Et donc voilà ce qu'est l'écologie de l'enfance. En quelque sorte, c'est rapporter l'attitude écologique ou écologiste telle que nous la connaissons au domaine de l'enfance. Encore une fois, l'écologie devrait être l'état standard. Encore une fois, l'enfance est une chose la notion d'enfance est une chose qui s'estompe, qui devient floue quand on s'intéresse sincèrement à l'enfance dans une nouvelle attitude. Parce que l'enfance, ce sont des âges arbitrairement et artificiellement décidés par des adultes, mais la vie, c'est plus souple que ça, et c'est plus un continuum. Et donc, la notion d'enfance disparaît, mais il faut bien, cependant, trouver des mots pour se comprendre réciproquement quand on parle d'enfance. Donc, voilà ce qu'est l'écologie de l'enfance, une dénomination et un mouvement qui prend de l'ampleur. Enfin, on parle énormément d'écologie à tout bout de champ et en fait, on oublie complètement l'enfance là-dedans, quoi. Donc, on oublie l'enfance partout. C'est ça la chose. Donc, on l'oublie là aussi. Et ça, c'est une de mes grandes... Ça, c'est une des choses qui me frustre actuellement. Et j'ai pas encore trouvé la clé, mais effectivement, pour moi, il n'y a pas un grand nombre de causes, il n'y en a qu'une. Et elles se rejoignent partout. Il y a comme un grand carrefour ou un grand sens giratoire où tout cela arrive. La cause écologiste, la cause féministe, la fin du viriarcat, la fin du spécisme et la fin de l'adultisme et une nouvelle attitude face à l'enfant, c'est une même cause. Et ce qui me frustrait, je disais, c'est de ne pas trouver encore de répondants et d'échos chez les personnes engagées. Enfin, c'est pas vrai. En réalité, il y en a beaucoup chez lesquelles je trouve de l'écho dans les personnes engagées dans toutes les causes écologiques. En revanche, dans tout ce qui est féminisme et fin du virilisme, c'est encore très difficile de faire comprendre, de faire ressentir aux interlocutrices et aux interlocuteurs que, mais si, c'est la même cause. On ne mettra pas fin au patriarcat sans se rendre compte de la domination adulte envers l'enfance. Tout comme on ne mettra pas fin à la domination patriarcale ou viriarcale tant que nous ne nous mettrons pas ailleurs dans notre relation aux animaux. C'est-à-dire que l'animal humain s'est mis dans une relation de domination par rapport aux autres animaux, et c'est la même domination que celle que subissent les enfants par rapport aux adultes, et c'est la même domination que ce que subissent les femmes par rapport au viriarcat. Et c'est donc une seule et même cause, et c'est un constat frustrant de voir que l'enfant est absent de la réflexion de la plupart de celles et ceux qui sont en chemin vers un renouveau du monde pour l'instant, mais c'est simplement parce que c'est pas leur faute. D'une manière générale, l'enfant est absent du paysage parce que nous avons créé un ordre du monde qui a tout simplement mis l'enfant en vase clos à l'écart du monde. C'est phénoménal et j'y travaille. Je travaille à ces carrefours. Ouais, comment ça peut changer ça, à ton avis? Par l'exemple et par un peu de persévérance. Ouais. Est-ce que c'est un modèle de vie, ça, que tout le monde pourrait adopter? Alors, je ne crois pas au modèle. Oui, je savais, en disant modèle, que c'était pas le bon mot, mais je te laisse en trouver un. Non, c'est pas parce que non, il y a pas de bon modèle universel qui fonctionne pour toutes et tous. Ça n'existe pas. Défiez-vous de toute personne qui vous le promet, qui vous dit telle méthode avec tel accent, italien, allemand, démocratique, libre, quoi que ce soit. Et la solution, non. Et ce que j'ai vécu, moi, qui n'est pas le homeschooling que l'on appelle le unschooling, c'est-à-dire
la non-scolarisation la plus complète. Tout ça, ça reste pour moi des modèles, justement, des concepts, des idées. Et je me situe vraiment complètement ailleurs. Et mon but, c'est de soulever un coin du rideau pour nous laisser revoir le paysage de l'enfance que nous avons totalement oublié et totalement occulté. Hein, c'est ça Il faut bien lui donner un nom pour pouvoir en parler. Il faut bien pouvoir le nommer, cette attitude-là. Nommons-la écologie de l'enfance, alors, du coup. Mais du coup, okay. Il n'y en aura pas deux pareils. Il n'y en aura pas deux pareils. Ce qui va fonctionner dans ta constellation, avec tes enfants, dans ton environnement, avec les personnes qui constituent vos réseaux sociaux et l'intrication de vos réseaux sociaux, dans les enthousiasmes, les compétences de chacune et de chacun de ces individus. Tout cela conjugué, plus vos préférences personnelles, plus vos rythmes rituels, plus vos processus, tout cela va aboutir à la naissance d'une constellation qui vous conviendra parfaitement, qui sera faite de toutes sortes de choses inattendues, conjuguées à votre temps, à votre manière, qui ne peut pas aboutir à un modèle, mais qui aboutit à un type de fonctionnement qui vous est entièrement spécifique. Et ça, tu peux effectivement le multiplier à l'échelle de tous les individus d'une planète, ça marchera à tous les coups. Parce que c'est une histoire que chacune et chacun écrit en commun avec chacune et chacun des protagonistes de sa vie au fur et à mesure du déroulé de celle-ci. Ça, j'y crois. Et ça, c'est, comme je le disais, cette attitude, ce ne sont pas des conditions et des circonstances qui te mettent dans cette attitude. C'est cette attitude qui va créer des conditions et des circonstances qui vont rendre ceci possible. Donc ça, c'est à la portée de chacune et de chacun, parce que ça ne coûte ni argent, ni compétences, ni énergie, ni temps. Le reste, c'est l'enfant qui l'écrit. Et quel risque il y a à faire entrave à cette disposition spontanée de l'enfant? À chaque fois que nous entravons une disposition spontanée de l'enfant, nous lui donnons le message que tel qu'il est, il est moins bien qu'il serait s'il n'était pas comme il est. Et ça, c'est une blessure. Et comme l'enfant sait qu'on va l'aimer davantage s'il correspond à nos attentes que s'il devient ce qu'il aurait pu devenir, eh bien, il va se contenter de devenir ce que nous avons en tête à son sujet. Et ça, c'est toujours dommage, parce que nous piétinons du coup tout ce que l'enfant aurait pu devenir au profit de tous les concepts que nous avons en tête. Et ça, c'est ce qui se reproduit de génération en génération depuis toujours. Ensuite, il y a une chose dont on a peu parlé ici, mais on a parlé de plein d'autres choses. Il y a une chose primordiale dans le devenir d'un humain, qui est l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est cette force phénoménale qui nous permet de déplacer des montagnes, qui nous donne des ailes. Toutes les histoires que nous aimons de gens qui ont réussi des choses incroyables parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible sont des histoires d'enthousiasme. Les enfants sont des enthousiastes. Les enfants sont des enthousiastes qui vivent dans un bain d'enthousiasme. Alors, en plus, il y a des explications neurobiologiques. J'ai la chance de travailler avec de nombreux scientifiques, dont 2 neurobiologistes éminents, un Polonais, Marek Kastmazik, et un Allemand, Gerald Hüther. Et tout converge vers les mêmes constats, bien évidemment. Nos enfants sont, d'un côté, d'une part, ce qui est une grande source de confiance, des bombes de potentiel, c'est-à-dire qu'un enfant peut tout devenir et peut tout apprendre parce que les programmes génétiques nous ont équipés de tous les potentiels possibles afin que nous trouvions en tout cas ceux nécessaires à la survie dans notre environnement, puisqu'ils ne peuvent pas savoir où et quand nous allons naître. Et par ailleurs, les enfants vivent dans un bain d'enthousiasme qui est l'engrais du cerveau. Du point de vue neurobiologique, quand nous nous enthousiasmons, sont sécrétés des neurotransmetteurs neuroplastiques qui viennent agir sur la zone du cerveau motivée par notre enthousiasme comme de l'engrais. Donc, ça se mesure, ça se voit, ça se constate. Donc, la puissance de l'enthousiasme, c'est qu'elle nous rend génial ou géniaux. L'enthousiasme, c'est ce qui nous rend indispensable au monde. Parce que si tu es devenu génial, ce que chacune et chacun peut devenir, parce que l'enthousiasme nous rend magnétique à toute information qui nourrit cet enthousiasme. Et donc, on va réunir, comme l'accrétion d'une planète, on va réunir des grandes quantités
de bribes de connaissances jusqu'à former une très grande compétence dans le domaine qui nous enthousiasme. Et cette compétence va nous rendre géniaux ou géniales. Cette compétence va nous rendre indispensables au monde parce qu'il y a plein de personnes qui vont avoir besoin de notre compétence pour les aider à résoudre des problèmes, pour les faire avancer dans leur vie, etc., etc. Donc cet enthousiasme qui est ce moteur phénoménal, hein, on l'observe. Moi, j'ai vu récemment un enfant crever après une journée de marche, de voyage, de chasse au trésor dans un grand village, hein, rentrer mais épuisé. Tu te dis, il est claqué, il va plus rien faire de la journée. Et là, il découvre une structure gonflable avec d'autres enfants et plein de jeux possibles. Et là, tout d'un coup, comme un culbuto, le voici sur ses pieds qui fonce et qui va courir encore pendant 3 heures dans cette incroyable structure gonflable dans laquelle il fait une chaleur éprouvante, mais qu'il ne remarque même pas. Et puis, il va sortir de là, tu vas te dire, là, il est vraiment cuit. Et il va découvrir qu'il y a une piscine juste à côté et se jeter à l'eau, tant pis si elle est froide, et y passer encore 2 heures à courir, à replonger, à ressortir, à replonger, etc. Et tu te dis, mais d'où vient une telle énergie, d'où vient une telle force? Elle vient tout simplement de son enthousiasme. Et le problème de cet enthousiasme qui nous rend génial et géniaux, le problème de cet enthousiasme, c'est que on ne peut pas le réguler de manière spécifique. C'est-à-dire que, par exemple, si tu t'enthousiasmes à 100% pour les dinosaures et que quelqu'un te dit il va falloir que tu t'enthousiasmes moins pour les dinosaures et plus pour les mathématiques, alors que les mathématiques n'ont aucune pertinence dans ton quotidien actuel, tu ne vas pas réussir l'opération qu'on te demande. La seule chose que tu vas réussir à faire, c'est à réduire ton enthousiasme, puisque tu ne peux pas l'augmenter pour les mathématiques, tu peux en revanche le réduire pour les dinosaures. Puisqu'on te dit que ce n'est pas important les dinosaures et que c'est très important les mathématiques, ça va d'abord être une blessure pour toi qui considère les dinosaures comme ce qu'il y a de plus important. Et du coup, tu vas prendre l'information au passage. Hein, ben voilà, ce qui t'intéresse n'est pas aussi important que d'autres choses. Et il vaudrait mieux que tu t'intéresses à ces choses, qui conduit des gens à dire ah, si j'avais consacré autant de temps aux maths que j'ai consacré aux dinosaures, je serais un génie aujourd'hui. Alors que la vraie phrase serait si on ne m'avait pas interrompu, je serais un génie en dinosaure aujourd'hui. Donc, on ne peut pas, je disais, réduire son enthousiasme dans un domaine et l'augmenter dans l'autre. Face à cette situation, on ne va faire qu'une chose, c'est réduire notre enthousiasme pour les dinosaures, c'est-à-dire, d'une manière générale, réduire notre capacité à nous enthousiasmer pour quoi que ce soit. Si de plus ensuite nous faisons l'expérience de la peine, hein, nous avons un culte de la peine, de se donner du mal, un culte de l'effort, que nous avons été obligés de développer pour rendre acceptable la peine que nous éprouvons lorsque nous fournissons un effort non consenti, qui est ce que nous ressentons lorsque nous avons tourné le dos à nos enthousiasmes individuels. Et quand une chose ne t'enthousiasme pas, que tu quittes ce qui t'enthousiasme pour te consacrer à une chose qui ne t'enthousiasme pas, tu vas éprouver de la peine, tu vas éprouver de la difficulté, tu vas ressentir un effort. Et comme personne ne ferait cet effort si on n'en avait pas fait un culte qui dit, ben voilà, c'est le culte de l'effort pour l'effort. Du coup, sans enthousiasme, plus rien n'a de goût, plus rien n'a vraiment d'intérêt. Et quand tu me demandes quels sont les dangers à ne pas respecter les dispositions, les enthousiasmes, les rythmes et rituels d'un enfant, les voilà, les dangers. Le danger principal, c'est celui-ci, c'est de perdre notre capacité à nous enthousiasmer, donc perdre notre capacité à développer cet infini des potentiels qui nous a été donné à la naissance. C'est donc vivre une vie d'effort et donner un exemple pas tellement optimiste comme projet d'avenir à nos enfants. C'est le mal du siècle, hein, j'ai C'est envie le de dire. c'est On le est mal peu du à siècle. avoir eu cette possibilité-là enfant. Toi, tu l'as eu, moi, je ne l'ai pas eu, par exemple. Oui, mais c'est une grande chance pour laquelle j'éprouve une immense gratitude, mais c'est pas un mérite personnel. Je veux dire, je n'ai rien fait, rien inventé. Ouais. Voilà. Ouais, c'est une chance. Je pense qu'effectivement, la société serait en meilleure santé si on pouvait tous être des adultes enthousiastes. Avant cela, des enfants, évidemment. Mais... Bah oui, mais l'un conditionne l'autre. Et puis, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et c'est ce dont il faut se rendre compte, ce dont il faut prendre conscience. D'où l'importance de communiquer. D'où l'importance de communiquer. Merci pour cette possibilité. Merci à toi pour
pour ton partage et la richesse de ton témoignage qui montre j'allais dire que c'était un modèle qui fonctionne, mais c'est toujours pas le bon mot. et qui permet à chaque enfant de développer en tout cas sa singularité. Un grand merci à toi pour tout ça et pour cet épisode. Eh ben, merci à toi, merci à vous toutes et tous. Et puis à bientôt. À bientôt André, merci Au encore. revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le liker et de vous abonner à la chaîne YouTube du podcast À Cœur Joie. Merci beaucoup de votre écoute et prenez bien soin de vous.